C'est parti. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Pauline et Jean-Guy. Bonjour Poulet. Bonjour. Bonjour. Jean-Guy et moi, on se connaît depuis longtemps, Pauline un peu moins longtemps. Et Jean-Guy et moi, quand on a l'habitude de communiquer ensemble, par email ou par téléphone, on démarre toujours par le poulet. Et aujourd'hui, je me devais, Jean-Guy, de t'offrir ce présent. Je te remercie beaucoup Mathieu. Je ne le casserai pas, je ramènerai à Luxembourg et ferai mon omelette ce soir en pensant à toi. Ah, ben c'est mignon, te plaît. De quoi allez-vous parler aujourd'hui, Pauline et Jean-Guy? Alors nous allons faire une conversation tous les deux, en fait, sur tout ce qui tourne autour du télétravail, qui nous occupe très fortement aujourd'hui, et toutes les solutions qui sont liées à la signature électronique. On va expliquer un peu ce qu'est la signature électronique et comment est-ce que finalement dans ce brouhaha technologique, comment est-ce qu'on sait qu'une signature électronique est vraiment juste ou pas. J'imagine que la crise Covid a accentué, notamment par rapport au télétravail, la nécessité d'aller vers ce genre de mode de travail. Les gens face au Covid ont réagi de deux manières totalement différentes. Soit ils étaient déjà équipés en fait dans un mode de télétravail, donc principalement avec des solutions cloud, soit les gens l'étaient pas du tout et ils ont plutôt fait face en fait à du bricolage sur laquelle la sécurité n'était pas toujours au rendez-vous. Ok. On va vous laisser passer à la présentation et donc découvrir plus en détail ce que vous allez nous proposer en matière de télétravail et donc de signature électronique. Encore merci Mathieu de nous donner la parole à cet événement qu'on espère fructueux et plein de dynamisme. Bonne présentation à vous. Merci Mathieu. Donc, Pauline, voici parti pour quelques questions-réponses auxquelles nous allons jouer tous les deux. Donc, tu poseras les questions, je répondrai aux réponses et j'espère que nous pourrons ainsi faire évoluer la pensée des gens face au télétravail et à la signature digitale. Je l'espère aussi. Alors Jean-Guy, première question. Pourquoi nous parler aujourd'hui des solutions permettant un travail à distance efficace? D'abord parce qu'on n'a pas le choix. Parce que le Covid a fait que le confinement a fait que les gens ont dû travailler chez eux et que les gens qui travaillent dans le numérique ont dû mettre à disposition en fait de leurs clients des solutions efficaces en une quinzaine de jours. Ensuite, parce que nous avons les outils aujourd'hui qui sont efficaces et qui le permettent, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Ensuite, parce que c'est une tendance, c'est une stratégie. Toutes les entreprises rentrent dans un mode de digitalisation. Et enfin, parce que la ressource humaine parce que la ressource humaine est compliquée en fait aujourd'hui, compliquée à garder, compliquée à motiver, que ce qu'on appelle les millennials sont là, ils sont nés avec un GSM entre les mains et que pour eux en fait le rapport d'équilibre entre la vie de famille et la vie de travail est un équilibre très important et donc il est nécessaire en fait le télétravail amène en fait une des solutions pour permettre de garder cet équilibre. Du coup, quel outil utiliser pour assurer un télétravail efficace? Alors le premier outil, c'est l'espace. Donc il faut un endroit calme, dédié au télétravail. Ça a l'air un peu simple, mais faire du télétravail et faire la cuisine en même temps, c'est pas compatible. Donc il faut un endroit, une pièce dans laquelle on est serein, bien assis. Ensuite de quoi il faut de l'Internet. Ça paraît simple, mais si on n'a pas un outil de communication vis-à-vis de ces outils mis à disposition, on ne peut pas travailler convenablement. Et ensuite de quoi, ça c'est la partie en fait home, maison, et ensuite de quoi en fait l'employeur doit mettre à disposition en fait des choses et des piliers qui seront nécessaires. Le premier pilier en fait dont on a besoin, c'est tout ce qui est lié aux fichiers, hein, Word, tout ce qu'on appelle Office en fait, Word, Excel, etc. La deuxième chose, c'est la capacité de pouvoir télétravailler avec les outils métiers. Hein, on parle de ERP et puis je pense qu'on est vraiment dans le cas ici aujourd'hui où on discute de tous ces outils métiers qui peuvent être cloudisables, donc la capacité de pouvoir les utiliser à distance. Il y a un besoin d'outils de communication parce que le téléphone n'est pas suffisant. On veut voir aussi les gens. Donc le mode de partage est vraiment important. Les millennials, on en a parlé, préfèrent chatter que discuter vocalement. Donc il y a un besoin d'une multitude en fait, de modes de communication. Donc on est dans une communication multimodale. Et donc, ensuite, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment tous les outils de visio qui nous permettent en fait de faire des réunions ou de la communication dans lequel on mélange à la fois la data, à la fois la voix et à la fois l'image.
Donc, il existe effectivement de nombreux outils à disposition, il en existe à foison, et c'est toujours très compliqué de choisir en fait son outil. Nous avons pour notre part choisi Microsoft Teams. Nous pensons qu'ils sont leaders en fait sur ce marché. Il existe d'autres outils. Nous pouvons citer Zoom, nous pouvons citer Slack. Google a aussi ses outils, Amazon a ses outils. Est-ce qu'il existe de mauvais outils? Je ne pense pas. Par contre, il existe des outils qui sont très centralisés. Et qu'est-ce qu'on aime, nous, dans Teams? De nouveau, c'est la protection de la donnée et la capacité qu'on en a de faire des sauvegardes de ce qui s'est passé à travers les outils Microsoft. Et si jamais il y a un doute, la capacité de pouvoir restaurer. On a la possibilité aussi d'utiliser des outils de type ShareFile, ce qu'on appelle Airfile dans notre langage. C'est un outil genre Dropbox, une capacité en fait à pouvoir synchroniser des fichiers et les distribuer entre différents utilisateurs. Aujourd'hui, en termes de voix, on a un outil qui s'appelle un protocole, un outil qui s'appelle la voix sur IP, la capacité en fait de transformer sa voix, de la faire passer à travers Internet et puis d'arriver au ce qu'on appelle le last mile, donc le dernier kilomètre, utiliser les lignes Proximus, etc. Donc ça, c'est très très important. Et puis après, il y a toute une série d'applications en fait qui permettent de mixer toutes ces technologies et de donner en fait un vrai avantage aux utilisateurs d'être capables d'utiliser l'outil en fonction de leurs besoins et en fonction de l'endroit où ils sont. Alors, peut-on avoir accès à notre environnement de travail depuis n'importe quel endroit? La réponse est oui, mais le diable se cache toujours dans le détail. Donc, oui, on peut y accéder. Oui, les produits sont multi-device, qu'on travaille sur PC, qu'on travaille sur Mac, qu'on veuille travailler sur tablette, qu'on veuille travailler sur son GSM. Donc oui, on a la capacité, pour autant que la taille de l'écran corresponde en fait à la capacité ou au temps de travail qu'on a. Donc, multi-device, on est, capacité d'arriver. Le bureau virtuel aujourd'hui, nous utilisons principalement Citrix pour le faire. Ça fonctionne bien. D'autres utilisent directement des applications qu'on appelle cloud native, donc des applications qui sont directement écrites pour pouvoir être utilisées sur le cloud. Donc tout ça, ça fonctionne bien. Et le mais, il est vraiment dans la sécurité. Donc pour ça, il faut avoir une connexion vers un portail sécurisé, il faut avoir de l'authentification forte, il faut avoir de l'encryption, il faut avoir la capacité de s'effacer quand on a fini son travail, que quelqu'un n'arrive pas derrière vous et ne puisse pas utiliser en fait les données que vous avez téléchargées. Et on doit pouvoir stocker ça de manière sécurisée, que quelqu'un ne puisse pas prendre la main en fait sur vos données, je dirais à l'insu de votre plein gré. Alors, et la sécurité dans tout cela? La sécurité dans tout ça, j'ai appelé ça le triangle magique. Alors, quand on parle de sécurité, tout le monde veut de la sécurité. Alors, quand on veut de la sécurité a un coût. Et la sécurité a des contraintes. Et donc, le propre frein en fait, de la sécurité, c'est souvent nous-mêmes. Si vous devez rentrer un mot de passe et que vous devez changer le mot de passe tous les mois, c'est beaucoup plus contraignant que si vous devez avoir un mot de passe tout petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vous ne changez jamais. Ça, c'est un exemple. L'utilisation du one-time password, le password avec le token, donc la capacité de rentrer un chiffre, est aussi une chose sur laquelle certains de nos clients disent « mais c'est inutile ». Il faut savoir que la protection du mot de passe normal par un one-time password protège à 99% des accès pirates. Ensuite de quoi, dans ce triangle magique, on ne doit pas oublier l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose sur lequel on dit oui, mais ça a aussi de la contrainte, ça coûte aussi de l'argent, mais quel est le nombre de spams qui sont de mieux en mieux faits qu'on reçoit tous les jours et sur lequel nos filtres anti-spam ne sont pas capables d'être utiles. Alors, as-tu d'autres outils à nous présenter aujourd'hui? Alors oui, je pense qu'on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, en fait, c'est notre solution AirSign. AirSign, c'est une solution qu'on a créée en fait il y a 2 ans en collaboration avec Knowina. Donc Knowina est une société qui est spécialisée en fait dans la signature digitale et qui est spécialisée en fait qui a créé sa spécialité en collaboration avec la Commission européenne, qui a inventé une norme européenne qui s'appelle eIDAS. Et cette norme, en fait, on va pouvoir l'expliquer ce à quoi elle sert. Et l'outil en lui-même, en fait, il sert à pouvoir positionner un document au sein de cette plateforme
et directement avoir la capacité de le signer digitalement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 30 secondes, si on a son compte qui est créé sur la plateforme, on est capable de signer un document de façon digitale. Alors, peux-tu nous montrer un exemple concret d'utilisation de la plateforme? On parle toujours de la signature de contrat. Je pense que c'est vraiment le bon exemple de signature d'un contrat. Je prends le contrat, je l'écris par exemple en Word, je vais l'envoyer à ma contrepartie, je vais l'envoyer en mail avec un fichier joint. Ce fichier va suivre des ping and pong parce qu'on va le versionner, parce que les gens disent « Ah mais non, tel mot doit être changé par tel mot ». Voilà, on arrive sur ça, on l'imprime. Une fois que je l'imprime, je le signe. Une fois que je le signe, qu'est-ce que je dois faire? J'ai 2 choses à faire. La première, c'est je vais aller vers le document et je vais le scanner. C'est la première chose. Mais ça voudrait dire que le document original est dans mes mains et que celui qui va va recevoir un scan, c'est-à-dire une copie de mon document original, ou je vais appeler une société telle UPS et je vais faire circuler le document jusqu'à ce qu'il soit signé. Et ça, en fait, on voit que c'est un processus. Le processus de signature en tant que tel est un processus qui ne coûte pas d'argent, parce que la signature est gratuite, mais derrière, en fait, tout le processus en amont et en aval est un processus qui coûte de l'argent. Et je n'ai pas parlé, en fait, de, une fois que le document est signé, comment est-ce que je l'archive, comment est-ce que je le stocke. Ça, c'est pour la partie un peu analogique du contrat. Comment est-ce que AirSign peut aider? Le processus digital, en fait, on ne va pas remettre ce processus en doute. Hein. On laisse Word les signatures, la capacité par mail de faire une modification. On se retrouve avec un document digital qui est le bon document. Ce document, on l'upload sur la plateforme. On va envoyer aux signataires une demande de venir se connecter sur cette plateforme. Et une fois qu'ils sont connectés, on leur demande de signer. Une fois qu'ils ont signé, le document arrive. On a créé une fois un seul document à un seul endroit qui peut être distribué à tous les signataires et sur lequel on a une signature digitale. Et il faut bien savoir que dans ce cas-là, en fait, ce qu'on doit archiver, ce n'est plus du papier, puisqu'on n'a pas signé du papier, on a signé un fichier numérique, et c'est ce fichier numérique que l'on va archiver. Alors, la solution AirSign garantit-elle la valeur probante? Alors, en posant cette question, on pose évidemment la question eIDAS. Donc eIDAS, c'est une norme. L'Europe, pour une fois, a été en avance sur les États-Unis et sur l'Asie pour implémenter, en fait, une norme européenne qui puisse être reprise, en fait, par tous les États. Donc, ça veut dire que, je prends le cas de la Belgique. La Belgique, nous avons tous des cartes d'identité sur lesquelles on a un petit carré doré ou argenté, et ce petit carré, en fait, il contient notre signature. Et c'est pour ça que quand on va à la commune, l'agent communal nous dit vous rentrez la carte et vous changez votre PIN code. Eh bien, en fait, ce PIN code, c'est ça qui va garantir en fait l'accès à votre signature digitale. Dans d'autres pays, par exemple comme la France, ces cartes d'identité n'existent pas. On va au Portugal, ces cartes d'identité existent. Au Luxembourg, par exemple, ils ont décidé de choisir une technologie sur laquelle ce petit carré est caché, et du coup, en fait, là, on a un peu plus de mal à avoir l'accès, en fait, à ces informations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque État, en fait, a utilisé des technologies différentes de cartes d'identité, donc la distribution de certificats. Néanmoins, on est tous d'accord que si un Belge signe avec une carte d'identité belge, et qu'un Luxembourgeois signe avec une carte LuxTrust, et un troisième Portugais signe avec sa carte, les trois auront la même norme eIDAS qui va permettre en fait de faire que le document signé sera probant. Donc ça, c'est vraiment la norme d'eIDAS. Maintenant, eIDAS dit toutes les signatures n'ont pas le même niveau et on n'a pas besoin toujours du même niveau en fait. Nous avons 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau simple. Pauline, je t'invite à aller sur Doodle pour remplir, dire est-ce que tu es disponible pour un meeting demain ou après-demain. Tu vas marquer Pauline, je suis disponible demain, après-demain. Tu vas revenir vers moi en tant que relation collégiale. Tu as fait une signature digitale qui dit Pauline est disponible de tel moment à tel moment. C'est ça une signature simple. Donc c'est un accord qui existe d'une façon digitale en fait entre deux parties. Ensuite de quoi on a une signature avancée. La signature avancée, elle correspond aux normes eIDAS. Et eIDAS dit il faut 2 choses pour identifier l'utilisateur de la signature. La première chose qu'on va lui demander, c'est son mail, et la deuxième chose, c'est son numéro de GSM. Donc il va se connecter avec son adresse mail, il va recevoir un ordre de connexion, il va rentrer son user et son mot de passe, il va lire le document, et quand il va le signer, en fait, on va lui envoyer un SMS qui dit
tu rentres le numéro d'SMS. Et ça veut dire qu'en termes d'approbation, pour un document avancé, je dis j'ai bien eu reçu l'ordre par une adresse mail, j'ai bien reçu l'ordre par un SMS, et ces 2 points font que je suis dans le cadre d'une signature avancée. Et c'est une signature on ne peut plus simple. Donc on prend le cas par exemple de la France. La France, n'ayant pas beaucoup de certificats, a utilisé très fortement la signature avancée. Et la signature avancée, elle est en général utilisée dans le cadre où la relation client-fournisseur est une relation qui existe déjà. Donc aujourd'hui, si vous allez signer votre contrat de GSM en France et même en Belgique, on utilise très fortement ce type de signature. Ensuite de quoi, il y a une signature qualifiée, et les signatures qualifiées, on les utilise par exemple pour des actes notariaux, des actes d'avocat et ce genre de choses. Et là, on revient avec la carte d'identité ou au Luxembourg, la carte LuxTrust, c'est-à-dire qu'en fait, on met une carte, on donne le PIN code, en retirant la carte, on applique le certificat sur le document. Et la nature de la qualification, en fait, a été établie par la personne qui a donné, en fait, votre carte d'identité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir une carte d'identité? On se présente à la commune valide qui nous sommes par rapport à toute une série de choix, et par toute une série de questions, ce qu'on appelle en fait le KYC, Know Your Customer, mais c'est à peu près la même procédure pour l'État. Et ensuite de quoi, la commune vous donne une carte d'identité en disant mais cette carte d'identité est bien la représentation en fait de la personne physique que nous sommes. Et c'est ça qui fait la relation en fait entre le côté numérique et le côté personne des choses. Et en utilisant ça et en donnant son PIN code, eh ben, on a l'opportunité de faire une signature qualifiée. Donc ça veut dire qu'en résumé, je vends mon immeuble à un Anglais que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. S'il me fait une signature digitale qui est de type qualifié, j'aurai l'opportunité de dire que le contrat est juste et parfait. Ensuite de quoi, il faut savoir que si jamais on a un doute par rapport à ça, on doit faire preuve soi-même. On ne doit pas montrer en fait soi-même en fait si on est responsable de la signature et si notre signature est qualifiée ou pas. C'est la personne qui vous attaque en fait qui doit faire ce qu'on appelle le renversement de la preuve. C'est la personne en fait qui pourrait mettre en fait en doute votre signature qui doit prouver pourquoi elle le met en doute. Donc un processus vraiment bien rodé, bien inventé, sur lequel en fait on peut intégrer ça dans une chaîne digitale et la prochaine explosion en fait de cette signature digitale, ça sera le recommandé. Le recommandé papier aujourd'hui est un recommandé qui va disparaître au profit du recommandé digital. Et l'Europe a bien décidé, le recommandé digital devra utiliser les normes eIDAS. Et pour finir, quels sont les avantages tirés de l'utilisation d'Airsign? Alors, comme tout outil en mode SaaS, Software as a Service, donc on a la possibilité de l'installer, de l'utiliser où on veut. On est en multi-device, donc on a la capacité en fait de faire ça sur son GSM ou sur son PC. C'est rapide, je vous ai dit, je pense que on prend plus de temps à s'inscrire la première fois qu'à faire la signature ensuite. C'est économique tout simplement parce qu'une fois qu'on a signé le document, on ne doit plus l'archiver, ou en tout cas on l'archive électroniquement, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple. On a parlé tout à l'heure du PS, etc. Très compliqué, tout ça est très cher, donc facile à faire. Donc, je ne paye que ce que j'utilise, c'est le principe du mode SaaS. Donc, effectivement, on a des abonnements, mais on paye à l'usage, donc c'est très très simple. Et enfin, on a un outil qui est dans un environnement sécurisé et sur lequel on est garanti en fait du bon usage des règles d'eIDAS et pas faire quelque chose en fait qui ne ressemble à rien et sur lequel on pense que parce que on a scanné sa signature et qu'on la pose sur un document, on pense que le document est signé digitalement. C'est pas du tout le cas. Là, on respecte des normes européennes. Merci Pauline. Merci Jean-Guy.